Bonjour à tous, bienvenue au Musée de l'Air et du Bourget dans cette galerie des solutions à 2 pas de la zone bleue et de la COP21 dont on attend impatiemment le résultat en fin de semaine. Accord contraignant ou pas, en tout cas déclaré cette semaine Anne Hidalgo, le maire de Paris, et Michael Bloomberg, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les villes. Les villes, elles, agissent parce qu'elles abritent plus de 50% de la population mondiale et génèrent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Elles ont la responsabilité d'être aux avant-postes de la lutte contre le réchauffement climatique. Responsables du mal, elles en sont devenues aussi une partie de la solution. Les élus, parce qu'ils vivent dans le concret, peuvent agir plus vite que les États. L'objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, annoncé à l'issue du sommet des dirigeants locaux la semaine dernière, en affiche en tout cas l'ambition. Mais ces élus, sans les solutions apportées par les entreprises, ne pourraient pas relever le défi. L'entreprise Bouygues, elle, propose 70 solutions, que ce soit dans le domaine de la rénovation, de la mobilité douce, du bâtiment bas carbone bien sûr, et des écoquartiers. Cette notion d'écoquartier est apparue en France, vous le savez, dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Le label national écoquartier est né officiellement en décembre 2012. Alors, à quoi ça ressemble un écoquartier à Wacken ou en Angleterre, à Kennington ou en France, à Val-de-Reuil? C'est le sujet de cette nouvelle conférence. Pour en parler, à mes côtés, Pascal Miraillet, bonjour. Vous êtes directeur développement immobilier Losenger Marazi, Bouygues Entreprises France-Europe. Et à ce titre, vous avez participé au démarrage de l'aventure des écoquartiers en Suisse, notamment à Green City. Vous nous en parlerez dans un instant. Cyril Delaborde, bonjour. Vous vous occupez de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et à ce titre, vous avez orchestré le projet de l'éco-village des Noé à Val-de-Reuil, c'est dans le département de l'Eure. Nicolas Guérin, vous avez traversé la Manche pour nous, vous êtes responsable du développement UK pour Bouygues. Vous nous direz à quoi ressemble un écoquartier dans la banlieue londonienne. Et enfin, Servan Lassire, vous êtes en charge, bonjour, de l'innovation chez Bouygues Énergie Service, également en charge de la recherche et développement au service des écoquartiers pour Bouygues Construction. Je commence par vous. Comment résumeriez-vous votre activité? Vous êtes une sorte de boîte à outils, de couteau suisse au service de la ville du futur? Je crois qu'il y a plusieurs éléments dans ce qu'on fait. Il y a effectivement des éléments techniques de recherche sur des outils, des solutions techniques, de préférence simples. Je vous renvoie à l'article du Monde de ce matin qui disait que quand c'est trop compliqué, les gens n'utilisent plus ou ça devient ingérable. Donc de solutions simples et manageables. Et puis il y a aussi pas mal d'études sur le comportement. C'est-à-dire un des gros sujets, c'est comment est-ce que les gens, ce sera repris plusieurs fois, se plaisent dans leur quartier. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont y rester. Et donc c'est l'accumulation des retours d'expérience et des études sur plus sociologique, sur le comportement et sur ce qui plaît aux futurs habitants. Voilà, performance technologique et bien-être des usagers, ce sera un des thèmes évidemment de cet échange. Pascal Miraillet, vous l'aventure donc des écoquartiers, je le disais, a commencé en Suisse, du côté de Zurich. Comment ça s'est passé les fonds baptismaux de cette aventure suisse? Alors, le démarrage des écoquartiers en Suisse, finalement, c'est il y a une dizaine d'années. On identifie deux gros fonciers quasiment en même temps. Un foncier au bord du lac Léman à Gland et un autre foncier à Zurich, une zone industrielle. Et alors que jusqu'à maintenant, on s'intéressait au développement de bâtiments sur des parcelles, on a, avec ces deux fonciers, complètement changé d'échelle et on est passé de l'échelle du développement immobilier à l'échelle d'un bâtiment à l'écoquartier. Et c'est ainsi qu'est née l'aventure des écoquartiers chez Losenger Marazi avec des petits à Lenzburg, à Bâle et d'autres qui arrivent pour suivre donc Iconote et Green City.
Alors, on va entrer dans le détail de ces écoquartiers suisses tout à l'heure. Si l'expérience suisse a été précurseur pour Bouygues, elle a fait des petits. Elle a fait des petits en France, Cyril Delaborde, en Normandie, du côté du Val-de-Reuil. À quoi ça ressemble un écoquartier dans l'ouest de la France? Alors, elle a fait des petits, effectivement, puisqu'on développe des projets peut-être parfois plus modestes qu'on a pu le faire en Suisse. À quoi ça ressemble, tout dépend du cadre, de l'agglomération. Pour le cas dont on parle un instant, Val-de-Reuil, c'est dans l'Eure, c'est à 1 heure de Paris. On l'a plus appelé éco-village. C'est un écoquartier à taille très humaine, en bord de l'Eure, dans un site naturel magnifique, et pour autant en périphérie d'une ville qui n'a pas très bien fonctionné dans la durée, où il y a un gros enjeu de renouvellement de l'image de la ville. Avec, on doit le dire, une offre intégrée proposée par Bouygues, une complicité très étroite avec les architectes, et en l'occurrence pour cet écoquartier avec Philippe Madet, qui est aussi un architecte militant du développement durable. Absolument. Cet écoquartier du Val-de-Reuil est le résultat de plusieurs années de travail. La force de Bouygues, c'est de savoir s'adapter au terrain, qu'il soit dans l'Eure ou qu'il soit en Angleterre. Et Nicolas Guérin, vous êtes vraiment en immersion réellement depuis 8 ans à Londres. Vous me disiez à quel point... point de vue personnel, vous avez beaucoup de plaisir à y vivre avec votre famille. C'est aussi parce que vous avez compris le socle sociologique, et ça vous facilite votre job en tant que développement UK? Oui, bien évidemment. L'Angleterre est un pays assez particulier. On a toujours du mal un peu à comprendre les Anglais venant de l'autre côté de la Manche. Et c'est vrai que la notion d'écoquartier en Angleterre, on en reparlera tout à l'heure, a une dimension un peu plus particulière. Effectivement, les aspects technologiques sont importants, mais les aspects humains le sont encore plus. C'est pour les Anglais le gage de réussite. Donc, on a aujourd'hui une opération à Kennington, on en reparlera, qui est une opération d'ampleur, parce que c'est plus qu'un quartier, c'est véritablement un nouveau centre-ville qu'on a fait sur les cendres d'une démolition, reconstruction je dirais, qui a été construit de bars HLM qui avait été construit après la guerre mondiale. Plein de logements sociaux. On reconstruit quelque chose d'entièrement nouveau qu'on appelle aujourd'hui un écoquartier et qui aujourd'hui va vraiment démontrer la capacité des Anglais à adresser non seulement les aspects technologiques mais les aspects humains. Voilà, performance technologique, bien-être humain, c'est vous qui aviez lancé le sujet tout à l'heure, c'est avant la cire. Est-ce que vous pouvez me donner, juste avant qu'on entre dans le cœur de ce thème, quelques exemples de ce qui est dans votre boîte à outils, quelques innovations que vous avez mis en place dans les écoquartiers? Alors, de manière très pragmatique, on a mis en place des solutions de recharge de véhicules électriques. Donc un projet qu'on a mené avec l'ADEME, qui est déployé sur Challenger et qu'on va déployer dans des quartiers. Des solutions de bornes de recharge sur candélabres, avec tout un système de pilotage des lignes de candélabres. Et pour multiplier les bornes de recharge, vous me disiez tout à l'heure que vous avez du mal à recharger votre scooter électrique. Ah, c'est pas facile, alors que le scooter électrique, ça allège la vie. Il faut juste avoir une appli pour repérer les bornes de recharge, effectivement. Donc l'idée, c'est d'en avoir plus et de pouvoir les multiplier. Donc on a développé une borne de recharge sur candélabre, et là on va la tester avec ERDF, qui nous a écrit la semaine dernière qu'il était tout à fait intéressé pour évaluer cette technologie avec nous. On travaille avec Renault et Nissan pour le stockage d'électricité à partir de batteries de véhicules électriques. L'idée, c'est d'utiliser les batteries des véhicules électriques quand elles commencent à être un peu faibles pour l'usage du véhicule électrique, pour faire du stockage d'électricité stationnaire, pour lisser la pression, pour diminuer donc l'empreinte sur le réseau, et dans un système vertueux d'économie circulaire. Voilà, alors proposer... Plein de petites boîtes à outils et des produits aussi, des outils pour piloter l'énergie au niveau du quartier, pour l'afficher pour les habitants. Donc tout un ensemble de solutions. Alors, proposer des solutions bas carbone, c'est ce qu'on disait au début de cette émission. Vous avez tous, il me semble, des formations d'ingénieurs, donc j'imagine que la performance technologique, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Mais est-ce que c'est toujours conciliable avec le bien-être des gens? Vous évoquiez tout à l'heure l'article paru ce matin, rien que pour nous, sur les écoquartiers dans le monde. C'est un des aspects soulignés. On se retrouve dans un écoquartier avec plein de
plein de solutions high-tech, on ne sait pas forcément toujours comment ça marche. Est-ce que la performance technologique facilite toujours la vie des gens ? Je crois que c'est un des points qu'on regarde particulièrement chez Bouygues, en tout cas, de ne pas donner dans la dérive technologique pour le plaisir d'une dérive technologique, mais d'étudier l'exploitation du quartier après et comment est-ce qu'on va impliquer les habitants. Donc effectivement, il y a toujours un compromis entre l'optimum technologique, un savant fou dont un savant fou pourrait rêver, et il est quelque chose que les habitants vont pouvoir exploiter pendant 10 ans, 15 ans, comprendre leurs factures, et surtout être impliqués et incités à économiser, parce que le premier acteur, c'est quand même l'usager avant la technologie. En Suisse, c'est pareil, Pascal Miraillet, le premier acteur, c'est l'usager avant la technologie. Oui, la technologie ne doit pas être une fin en soi, je pense qu'on en est tous d'accord. Le bien-être de l'utilisateur de nos écoquartiers, de l'habitant du futur écoquartier doit être au cœur de la démarche. Néanmoins, au démarrage d'un projet, on doit quand même se fixer un niveau de développement durable de ce quartier, une performance. Quand on a démarré Green City, on s'est aperçu que la Suisse ne disposait pas de labels au niveau des quartiers. On avait des labels au niveau des bâtiments, mais les quartiers n'étaient pas labellisés. Donc n'importe quel écoquartier pouvait se vendre comme un écoquartier sans en avoir pour autant les performances. Et donc, avec Énergie Suisse, on a développé un label écoquartier, le premier label écoquartier suisse, basé sur le principe de la société à 2000 watts. La société 2000 watts, c'est un objectif qui vise à ce que la consommation énergétique par habitant et par an soit de 2000 watts. Ça équivaut à des émissions de carbone d'1 tonne par habitant et par an. Et donc, c'est en fixant des objectifs élevés en termes de développement durable, sans pour autant mettre en avant la technologie, qu'on atteint les performances que l'on souhaite. Oui, mais alors attendez, ces labels-là, ça aide à décrocher des marchés, mais est-ce que comme c'est envisagé dans le cadre de l'accord du climat, est-ce qu'ensuite il y a des organismes de surveillance, des contrôles 5 ans après, enfin, est-ce que cette performance technologique et énergétique est surveillée, et si oui, par qui ? Alors, on a la chance d'avoir livré notre premier écoquartier à Econote il y a 2 ans. Et donc, on a un bâtiment, un quartier qui vit depuis 2 ans avec 1000 habitants dans ce quartier. Et donc, on a installé et offert à chaque habitant la possibilité de downloader une application qui leur permet d'avoir des informations sur le quartier, sur la vie du quartier, sur leur appartement. Mais c'est aussi une application qui nous permet à nous de récupérer de l'information sur les consommations, sur les usages, et justement de mesurer quels sont les systèmes efficaces et quels sont les systèmes moins efficaces qu'on a mis en place afin de nous améliorer dans le développement des quartiers futurs. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience justement ? Qu'est-ce qui marche moins bien en termes de performance ? Alors, en termes de performance, on s'est aperçu qu'il ne fallait pas forcément faire des applications trop complexes, trop technologiques. On imaginait offrir au départ des statistiques nombreuses et variées sur la consommation d'eau, d'électricité, de la lumière, des appareils, etc. Et on s'est rabattu sur des indicateurs simples, avec des comparaisons dans le temps simples, pour savoir si, grosso modo, on est dans l'amélioration ou dans la détérioration, c'est-à-dire si on consomme moins qu'avant ou plus qu'avant. Mais je pense que la simplicité de fonctionnement et la haute technologie sont des atouts pour obtenir l'adhésion des utilisateurs de nos écoquartiers. Et pour vous, Cyril Delaborde, l'éco-village des Noé, l'expérience est plus récente, hein, mais comment vous présentez, comment Philippe Madec, vous, enfin les différents acteurs de ce projet réussissent à concilier cette volonté de performance technologique et cette volonté de bien-être aussi des gens ? De différents points de vue. Le projet, avant d'être technologique, est un projet urbain où on cherche d'abord à concevoir un quartier agréable, tant en termes de cadre de vie, de proximité de l'environnement, d'aménagement paysager, d'architecture, de fonctionnalité des logements. Donc on pense d'abord au bien-être des habitants, à la composition urbaine du projet, pour qu'on fasse, là comme ailleurs, ce qu'on appelle de la mixité sociale, pour créer un bout de ville à part entière qui fonctionne en tant que tel et pas juste un quartier pour bobos, ça n'est pas le sujet. On travaille aussi sur le transport, l'accès par le transport en commun bien sûr, la gestion du stationnement, qui est le quartier est composé de trois petits hameaux. Le stationnement se fait à chaque fois à l'extérieur du hameau, donc c'est un petit pari qui est pris à l'échelle de ce village.
Donc voilà, d'abord c'est un travail sur l'environnement, l'urbanisme. On se préoccupe ensuite de choses plus techniques, bien sûr. On a parlé juste avant de performance énergétique et vous posiez la question de savoir comment on sait rendre très concret ces engagements, comment on les tient. Aujourd'hui, sur ce cas-là, on s'est engagé à tenir des consommations réelles d'énergie qui ont été chiffrées à l'avance et sur lesquelles on s'est engageant. Les logements sont passifs, ils seront très très performants. On a écrit, il y a même un cadre contractuel de 8 ans à l'avance ce que consommeront les logements. Il y a un tout petit pari, c'est qu'il y a un aléa lié à l'usage des logements. On a besoin que les habitants aèrent leur logement, bien sûr, mais on a besoin qu'ils ne laissent pas les fenêtres ouvertes toute la journée. C'est un petit pari qu'on prend et ça nous obligera à s'inscrire avec eux un peu dans la durée pour faire un tout petit peu de pédagogie sur la bonne façon d'utiliser sainement et simplement un logement, puisqu'on a souscrit des engagements auxquels ils vont prendre un tout petit peu part. Oui, donc ces engagements, ce pari dont vous parlez, il est contractuel. Les collectivités locales, dans les appels d'offres, exigent ce seuil de performance énergétique ? Alors, de plus en plus, en France, on évalue la performance énergétique de deux façons. Pour faire simple, soit elle est réglementaire, c'est une sorte de calcul théorique. C'est une bonne façon de se faire une idée de la performance du bâtiment. Soit on parle de consommation réelle, c'est l'habitant, l'utilisateur final qui dit tout ça c'est bien, mais moi je veux savoir ma facture de chauffage demain, c'est quoi? Alors, de plus en plus, les gens auxquels on s'adresse, opérateurs de l'immobilier, bailleurs sociaux, collectivités, demandent des engagements plus concrets de consommation réelle. Et aujourd'hui, on est apte à les souscrire. Nicolas Guérin, en Angleterre, c'est sensiblement différent apparemment. Est-ce que pour autant, dans les appels d'offres, la performance énergétique est chiffrée, considérée comme une condition pour décrocher le marché ? Oui, absolument. C'est différent, mais juste que dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les aspects technologiques, les aspects de label sont évidemment très importants. Nous avons ce qu'on appelle en Angleterre le label BREEAM, qui est un label qu'on impose dans l'ensemble maintenant du secteur du développement et de la construction. Et sur des opérations comme Cannington ou d'autres, l'ensemble aujourd'hui des objectifs, c'est d'atteindre au moins un BREEAM excellent, si ce n'est un BREEAM outstanding. Donc ça fait partie des labels qui sont imposés, je vais dire, par les villes, qui sont imposés par l'État, et auxquels finalement l'ensemble de la profession se conforme. Et je pense qu'on essaye surtout d'aller au-delà de cela, parce que ce ne sont que des labels. Et ce n'est pas ça qui répond fondamentalement à la question du développement durable. Sur une opération comme Cannington, on a une production énergétique globale sur l'ensemble des quartiers. C'est un quartier qui va faire 1200 logements, 50 000 m² de commerce, un hôtel, des bureaux, un peu de parking. Et l'ensemble de la production énergétique est assuré par un centre de biomasse qu'on a créé sur place. Donc, l'ensemble de l'énergie produite sur place est sous la forme d'énergie renouvelable, ce qui est un vrai progrès. Mais c'est simplement l'un des axes aujourd'hui de notre quartier durable, puisque pour moi, ça va bien au-delà de cet aspect technologique. Servan Lassire, moi je voudrais qu'on fasse un petit peu de prospective, c'est votre job aussi. Hein. Oui. Est-ce qu'un écoquartier en 2050 ressemblera comme les Champs-Élysées pendant quelques jours à une avenue totalement 100% énergie renouvelable avec une immense éolienne, 400 m² de panneaux solaires, etc. Est-ce qu'en 2050, une ville, ça sera ça ? On a fait plusieurs études. En fait, il n'y a pas une solution, il y en aura plusieurs. À chaque endroit, il y a des spécificités, que ce soit culturelles ou techniques. J'ai de la géothermie, j'en ai pas. J'ai du soleil, j'en ai pas. À chaque endroit, il y aura des spécificités. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'écoquartier, c'est pas seulement la solution technique du quartier, et ça devient de plus en plus important, c'est la connexion du quartier à son environnement. Et la société 2000 watts en Suisse est très intéressante parce que c'est pas seulement je fais un écoquartier énergie positive, mais au milieu de nulle part, et tout le monde prend sa voiture bien thermique pour venir, mais c'est je regarde ma consommation globale d'énergie, de carbone dans ma vie, dans l'ensemble de ma vie.
Donc je crois qu'en 2050, au-delà de savoir si on aura des éoliennes en ville, de toute façon je crois pas parce que ça marche pas très bien, ou des panneaux photovoltaïques, ça sera surtout, il y aura une étude complète sur la vie de mon quartier et comment est-ce que mon quartier est connecté à l'ensemble pour que l'ensemble de ma vie soit la plus économe possible en carbone. Donc, je crois que c'est ça qui se dégage des études et de la prospective qu'on a. Puis à vous écouter, finalement, la performance technologique seule ne sert à rien sans la performance citoyenne. Il faut aussi changer nos modes de vie, nos modes de consommation pour que ça fonctionne. C'est très clair. Alors, la technologie est là pour se faire oublier. Hein, ça c'est voilà, une bonne technologie, elle s'est faite oublier. Et ce qui compte, c'est aussi l'implication des citoyens et la façon dont vous allez le vivre et dont vous allez le faire. Je peux vous faire ce que je veux, mais si vous prenez votre avion ou votre voiture thermique tous les jours parce que vous n'avez pas envie de prendre les transports en commun, parce que c'est pas pratique, parce que c'est pas connecté, voilà, j'aurais perdu mon objectif. Alors, je voudrais qu'on revienne à l'historique et aux moteurs qui ont déclenché vos différentes expériences. Pascal Miraillet, à Green City, à Econaut, etc., quel a été le déclencheur de l'expérience? Est-ce que c'est une volonté politique, une volonté économique, commerciale? Qu'est-ce qui a été finalement le facteur le plus décisif? Je vais vous parler de l'exemple de Green City à Zurich. C'est la manière concomitante, c'est plusieurs démarches. D'abord une démarche d'un propriétaire foncier, une entreprise industrielle qui, il y a 50 ans, était en périphérie de Zurich, mais aujourd'hui se trouvait quasiment dans un quartier de Zurich, dans une zone industrielle qui n'avait plus vocation à être et qui souhaitait vendre son foncier pour s'installer ailleurs. Et puis on avait une volonté politique de la commune de Zurich. C'est le dernier gros foncier qui fait 8 hectares sur la commune de Zurich à développer. Donc il était très important pour la commune de Zurich d'y développer un écoquartier à haute performance énergétique, avec de la mixité sociale, avec une mixité entre des bureaux et des logements, avec une mixité générationnelle. Et donc c'est un travail à la fois dans le domaine privé entre un développeur immobilier, Bouygues Construction, et puis un propriétaire foncier, mais aussi une autorité politique qui nous a accompagnés. Et on a mis en place un principe de co-développement avec la ville qui nous a permis aujourd'hui d'obtenir des permis de construire et d'arriver à vendre des projets à haute qualité architecturale, qui était aussi un souhait de la ville de Zurich, à haute qualité énergétique et, on l'espère, pour le bonheur des futurs habitants. Cyril Laborde, pour vous, le moteur, il a été politique, hein, il me semble, d'abord. À l'origine, en particulier, deux moteurs sur ce projet de Val-de-Reuil. Le moteur politique, un maire, et un bailleur social de l'heure qui s'appelle la Siloge, un bailleur régional. Alors, peut-être un tout petit mot sur le contexte de Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est une des villes nouvelles françaises créées par l'État dans les années 70. C'est un peu un rêve des architectes, urbanistes, ingénieurs de l'État, de créer la ville idéale avec les grandes idées de l'époque. On parle un peu d'urbanisme de dalle, séparer les différents flux de circulation entre la circulation automobile, les piétons, les circulations de proximité. Bon, bref, tout ça est plein de bonnes idées au départ, mais dans la durée donne quelque chose qui n'est pas très très agréable à vivre, et une ville qui, en pratique, s'est moins développée qu'on ne le pensait, et c'est surtout paupérisé de façon préoccupante. Et le maire actuel, Marc-Antoine Jamet, quand il reprend cette ville, a un premier enjeu qui est de changer l'image de la ville, hein, pour que les habitants s'y plaisent un peu plus et soient un tout petit peu plus fiers d'y habiter. C'est un travail de fond qu'il fait de tas de façons. Il travaille beaucoup sur le cadre de sa ville au quotidien, le centre-ville, etc. Et aussi en essayant de lancer des opérations emblématiques qui, évidemment, contribuent régionalement, voire au-delà, à changer l'image de Val-de-Reuil. Voilà, donc d'abord un moteur politique d'un élu qui veut faire bouger les choses et se projeter pleinement dans le 21e siècle. Et puis en face, pour développer son opération, il cherche un opérateur dans l'immobilier. Il va trouver l'appui d'un bailleur social régional, qui est un bailleur à la fois très pragmatique et en même temps qui aime bien se challenger sur des opérations innovantes, et donc qui se prête au jeu de bonne grâce et qui devient le porteur du projet, même si la ville, la région, etc. apportent leur concours sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, l'aboutissement de ce projet, c'est d'abord ces deux stimulations de départ.
Alors, pour vous, Nicolas Guérin, il y a un autre moteur. Alors, on parlait de Kennington, évidemment, mais il y a Stratford aussi. Sans les Jeux Olympiques, Stratford serait resté Stratford? Oui, absolument. C'est un exemple assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut voir un peu toute cette région de l'Est de Londres, qui est l'une, toujours, des plus pauvres d'Angleterre. Et l'arrivée des Jeux Olympiques et de l'ensemble des sommes injectées par le gouvernement anglais a permis véritablement de transfigurer toute cette zone. Et Stratford en a énormément bénéficié. Donc non seulement le centre olympique a été construit donc, autour évidemment de tous ces établissements sportifs, mais également de logements. Et ça a été un catalyseur pour un certain nombre de grands développeurs, promoteurs et la ville de finalement redynamiser l'ensemble de cette ville de Stratford qui aujourd'hui est un vrai et grand succès. C'est the place to be, quoi. C'est the place to be d'une certaine manière, mais on a pu voir que des catalyseurs comme le shopping center de Westfield a permis finalement, grâce à sa venue, de générer autour de lui une véritable animation, une véritable création de logements, de bureaux, etc. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle ville qui s'est construite sur de nouvelles bases et on est bien loin des villes des années 50 qu'on construisait en France ou en Angleterre. Mais est-ce que pour autant, le socle sociologique est resté? C'est-à-dire, est-ce que les populations les plus défavorisées qui vivaient à Stratford n'ont pas été chassées par une hausse du montant des loyers ou du coup les logements en général? Alors, c'est un vrai débat, effectivement. C'est ce qu'on appelle la gentrification, où on a effectivement cette tentative... ou cette tendance assez naturelle à pousser les populations pauvres à l'extérieur. Bon, il y a d'une manière générale une volonté politique de conserver dans chacun des programmes une proportion à 50% de logements sociaux. Et de ce fait-là, on arrive complètement à conserver et à éviter, autant que faire se peut, cette gentrification. Vous tenez beaucoup à cette idée de gouvernance servant la cire et pas seulement de performance technologique. Qu'entendez-vous par gouvernance? Cette nécessité que les entreprises restent un maillon finalement du management du quartier et de la manière dont il est gouverné, dont je crois que c'est bien été illustré par Econote, puisque Lozinger Marazzi a embauché quelqu'un pour gérer l'animation du quartier pendant 2 ans. Donc, oui, il est nécessaire que les entreprises restent. Et surtout, il faut inventer comment on va transférer la propriété du quartier aux habitants, comment est-ce qu'on va les impliquer dans la suite du quartier sur des modèles qui ne sont plus forcément le syndic de l'immeuble, mais quelque chose qui va gérer l'ensemble des immeubles de la zone et qui va faire que les habitants vont s'y intéresser, vont continuer à être moteurs. J'ai vu des cas où, effectivement, l'entreprise garde un siège, crée quelque chose et garde un siège dedans, de façon à garder une capacité de conseil, une capacité... J'ai vu ça en particulier au Japon, et le résultat est assez positif. Donc oui, la gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce que d'une structure qui n'existait pas, autrefois le quartier ça n'existait pas, où c'était géré par la ville, par la collectivité, par la ville, maintenant il va bien falloir gérer les équipements qui vont être communs, le réseau de chaleur ou d'autres équipements, les parkings mutualisés par exemple. Donc si j'ai des parkings mutualisés, il faut bien que quelqu'un les gère et arbitre. Mais c'est pas votre job d'habitude. Comment il vous a fallu apprendre finalement de revêtir d'autres responsabilités, notre job n'est pas de tout faire. Notre job, c'est de trouver comment on va mettre en place des structures. Quelles structures vont prendre le relais dans laquelle qui vont permettre aux habitants de s'approprier et de gouverner l'ensemble de leur quartier. Notre job n'est pas de gérer l'ensemble du quartier pour le compte de tout le monde. Non, on a des solutions. On est facility manager. On peut exploiter à titre technique. On peut être ou prestataire technique pour exploiter le quartier, pour s'engager sur le contrat de performance énergétique, c'est-à-dire pour dire bah oui, je vais maintenir les équipements, c'est moi qui vais payer la différence si le contrat de performance énergétique n'est pas maintenu, mais quand même c'est bien les habitants du quartier, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, hein, c'est bien les habitants du quartier qui doivent se gouverner. Mais il faut trouver la structure, comment est-ce que l'ensemble va fonctionner. Pascal Miraillet, le système de démocratie directe suisse, est-ce que c'est pas un facilitateur aussi du développement des écoquartiers ?
Sans doute, il y a une conscience écologique, une conscience de prendre son destin en main qui est peut-être un petit peu plus marquée en Suisse qu'en France. J'aurais peut-être du mal à le dire. Ça va plus vite, non? Les décisions sont prises plus facilement, non, les Suisses ne sont pas réputés pour être forcément les plus rapides. Hein. Mais je pense que l'écoquartier de demain, ça sera, si on veut faire un parallèle avec ce qui se passe à quelques centaines de mètres d'ici, ça sera un mélange de contraignants et de non contraignants. Il faut un peu de contraignant sur l'obligation à se raccorder au système de distribution de chaleur à distance, par exemple. Il faut du contraignant pour l'utilisation des parkings et la bonne gouvernance du parking. Par contre, il faut aussi de l'incitation, il faut aussi de la communication, de l'accompagnement, parce que l'écoquartier restera un écoquartier si les habitants qui y habitent le veulent. Et une fois qu'on est parti, une fois qu'on a lancé le bateau, eh bien, on a besoin que les gens qui y habitent prennent leur destin en main et continuent et utilisent les outils qu'on a mis à leur disposition, mais qu'on est bien incapable de leur imposer et de les obliger à utiliser. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le business, hein, et c'est comment concilier finalement cette volonté citoyenne, sociétale des entreprises, et notamment de celles que vous représentez, avec l'impératif économique, c'est-à-dire de ne pas perdre de l'argent. Est-ce que chacun d'entre vous, est-ce que les chantiers dont vous êtes occupés, est-ce que c'est des chantiers qui sont rentables? Econote, c'est un écoquartier rentable ou pas? Green City, est-ce que c'est un challenge rentable ou pas? Ou ça reste une vitrine? Non, on n'a pas de vision philanthropique dans le domaine. Hein. Bien entendu, on développe des projets avec aussi le but de pouvoir gagner de l'argent. Oui, les projets sont rentables. C'est les projets qui présentent certains surcoûts. Econote, en tant que premier écoquartier de Losinger, a forcément été aussi un laboratoire. On y a investi un peu d'argent pour tester des solutions, pour savoir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et nous avons la chance d'avoir des clients, des investisseurs qui sont prêts aussi et qui sont conscients qu'ils doivent mettre un petit peu plus d'argent pour acheter un bâtiment labellisé dans un écoquartier, mais qu'ils le font volontiers aujourd'hui. Et pour vous, en France, c'est le Laborde, est-ce que l'écoquartier des Noé, est-ce que c'est un laboratoire qu'il faut se payer pour avancer, mais qui n'est pas forcément aussi rentable que notre quartier? La question de l'équilibre économique a plein de sens. Je me demande si elle ne fait pas partie en tant que telle aussi des questions de développement durable. Ça n'est durable que si on sait financer l'investissement concerné, que si à un moment les loyers de l'opération concernée correspondent aux capacités aux capacités financières des habitants. De ce point de vue-là, sur le cas de notre projet, vous l'avez compris, l'opérateur principal, même si l'opération est un peu mixte, c'est essentiellement du logement. Il y a un certain nombre d'équipements communs. Le logement est en partie social à 80% et à 20% en accession. Pourquoi? C'est simplement, ça correspond au niveau de revenus des habitants de la ville de Val-de-Reuil ou des environnements. Mais la présence de cet acteur-là nous ramène à la réalité économique qui, à un moment, est liée, comme je le disais, à des loyers qui sont plafonnés, ça c'est le système français du logement social, ou à des loyers de marché quand on parle d'accession. Il faut rentrer dans cette épure, et à combien même il y a un peu d'aide publique qui vient à un moment notamment financer tout l'aménagement au sol, le parc paysager, etc. Il faut que pour le reste, le bâti notamment, on reste dans un équilibre économique classique qui vient donc nous rattraper un tout petit peu et nécessite à un moment quelques compromis pour qu'on ne soit pas tout à fait dans l'idéal de la performance la plus absolue et qu'on prenne en même temps en compte la contrainte économique. Mais au final, je trouve que c'est très sain. Très sain. On a renoncé à peu de choses et noté que sur un certain nombre de sujets, l'objectif économique et l'objectif écologique sont très convergents. Je vais en prendre un très pratique. Donc on travaillait, c'est un travail très collaboratif entre élus, bailleurs, l'architecte, des ingénieries très haut de gamme, nos propres équipes. On avait à résoudre des questions d'architecture, de fonctionnalité, de performance thermique et de coût. À un moment, la solution est passée par simplifier les volumes décidés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un bâtiment, s'il a un développé de façade parce qu'il est
compliqué dans sa conception élevée, il y a plus de surface déperditive, donc il consomme plus d'énergie. Et parallèlement, il coûte plus cher à construire. Voilà, donc tout le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'on voulait pour autant garder une vraie qualité d'architecture, ça a été de sauvegarder l'essentiel de la performance thermique des matériaux de qualité, durables, du zinc, du bois, du bardage de qualité, etc. Et en même temps de simplifier les volumes, parce qu'on y gagnait en termes écologiques, sur la consommation d'énergie, et en termes économiques. Est-ce que outre-Manche, à Londres, le développement durable et la rentabilité entrent plus vite en convergence? Business is business, non, de l'autre côté? C'est vrai que les Anglais ont cette capacité à intégrer la notion économique très très en amont. Et pour nous, le développement durable ou le quartier durable, c'est avant tout un quartier qui économiquement va durer. On ne peut pas imaginer de construire quelque chose qui ne soit économiquement pas viable. Donc nos quartiers sont évidemment viables. On gagne de l'argent au niveau de la construction, au niveau de la promotion, mais on a également ce devoir de faire perdurer cela. Et on a mis en place une société de management qui va gérer l'ensemble du quartier, et c'est une société privée, et qui va assurer que l'animation y est, que la sécurité y est, que la maintenance, l'ensemble des composantes essentielles pour la durabilité du quartier sont assurées par nous, et c'est une société qui est sous le contrôle de Bouygues. Donc ça, c'est très très important. Une chose qui est fondamentale en Angleterre, c'est, vous savez que l'Angleterre est un pays où on met beaucoup l'accent sur le commerce. Le commerce est quelque chose qui fondamentalement est le socle de beaucoup de quartiers et qui permet d'animer les quartiers. Et en fait, ça donne de la valeur aux quartiers. On a beaucoup critiqué les Anglais c'est Napoléon qui le faisait en disant que c'était des boutiquiers, une nation de boutiquiers. Et il n'a pas tort, mais au bout du compte, c'est une nation qui finalement a bien compris la valeur ajoutée qu'on peut avoir dans la rénovation d'un quartier, dans la rénovation d'une ville, en ajoutant des commerces. Et quand on conçoit un quartier, quel qu'il soit, la première chose que l'on fait, c'est on se pose au niveau du sol, on se pose au niveau du rez-de-chaussée et on se dit comment on va faire vivre le quartier. On ne fait pas de la juxtaposition d'usage en disant on va mettre un bloc de résidentiel privé, un bloc d'intermédiaire, un bloc de social et un bloc de bureau. On se pose la question de savoir comment ça va fonctionner au rez-de-chaussée, parce que les gens se rencontrent à rez-de-chaussée. Les gens vivent au rez-de-chaussée, ils vivent pas, ils vivent chez eux après. Et donc c'est très très important qu'on puisse finalement avoir cette communauté au niveau du rez-de-chaussée, et après on fait pousser les immeubles au-dessus. C'est presque secondaire, si vous voulez. Et ça, c'est comme ça qu'on apporte de la valeur ajoutée dans nos projets. Et au bout du compte, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas une charity, hein, Bouygues, c'est pas philanthropique, et on gagne de l'argent parce que en ayant un quartier durable comme cela, les valeurs de vente de nos logements, les valeurs de loyer, ils augmentent au fur et à mesure des années. Est-ce que ça fait partie des études prospectives que vous menez, Servan Lassire, cette convergence entre rentabilité et développement durable? Je sais que vous travaillez avec l'Institut de la ville durable. Alors, est-ce que cet aspect-là est étudié? Il est évident que c'est une recherche, c'est un sujet important, parce que si vous faites un quartier qui est invendable parce qu'il est trop cher, où personne ne peut y habiter, on aura tout perdu. Donc l'objectif, c'est d'obtenir des choses qui soient rentables, exploitables, dans une vision quand même long terme, c'est-à-dire pas seulement le coût de construction, mais c'est le coût de construction plus le coût d'exploitation, le coût de vie dans ce quartier. Et ce que disait Nicolas Guérin, c'est tout à fait ça. La valeur pour nous et pour nos propres clients qui sont les investisseurs, c'est que le quartier prenne de la valeur, que les gens aient envie de vivre. Alors maintenant, pour l'Institut de la ville durable, oui, on s'est positionné dessus, on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, l'appel à projet, parce que y a une excellente opportunité de se projeter dans le futur et surtout de se projeter dans des changements de réglementation. Alors ça, c'est le côté R&D recherche qui parle, c'est de dire aujourd'hui, on a un monde, on a un certain nombre de règlements qui existent, et un des éléments de l'Institut de la ville durable, c'est de dire si on pouvait changer ces réglementations, si je peux vous donner des dérogations, comment est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer vos business models, comment est-ce que vos modèles d'affaires, qu'est-ce que vous pourrez me faire de mieux
que ce qu'on peut faire, que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, excusez-moi, renforcer cette réglementation ou il faut l'assouplir? Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous pour que ce business des écoquartiers soit rentable, aussi bien en France qu'en Suisse ou en Angleterre? La réglementation, il faut l'assouplir ou ça reste un obstacle? La réglementation, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont moins importantes ou qui, parce qu'elle date des années 50, doit évoluer. La réglementation, c'est quand même ce qui nous permet de vivre en bonne harmonie autour de nous, donc faut pas la supprimer. Je parle des réglementations liées au développement durable. Oui, bien sûr, mais il faut la faire évoluer. Et l'idée de l'Institut de la ville durable, c'est de nous dire, ben voilà, si on vous donne la possibilité d'avoir des dérogations, lesquelles vous voulez, et qu'est-ce que vous pourrez faire de mieux. Et donc, on a répondu à l'appel des manifestations et on attend avec impatience les résultats. Cyril Delaborde. Oui, je crois que sur certains aspects, la réglementation sera appelée à bouger, ou plus largement le cadre légal et réglementaire français. Par exemple, quand on parle de la gestion de l'énergie à l'échelle d'un quartier, qu'est-ce qu'aujourd'hui peut faire une ville? Qu'est-ce que peut faire un concessionnaire d'énergie? Il y a quelques contraintes, et quand on développe des projets novateurs, on s'y affronte un tout petit peu. Autre exemple très pratique, la gestion des eaux de pluie, le recueil de l'eau de pluie, son utilisation dans les logements. Bien aujourd'hui en France, et par ailleurs c'est ça, mais c'est soumis à un certain nombre de contrôles des autorités sanitaires qui parfois sont peut-être un tout petit peu trop conservatifs. Donc il y aura certainement des choses à faire bouger dans le corpus réglementaire au sens large français. Une toute petite réflexion, je voudrais revenir un instant sur le... On parle beaucoup d'articulation entre les contraintes économiques et toutes ces démarches de développement durable. Et on disait les uns et les autres, nous ne sommes pas philanthropes. On est contraint à un moment, à minima, à l'équilibre économique, mais certes, nous ne sommes pas philanthropes, mais je crois qu'on est quand même tous en quête de sens. Et que on trouve collectivement, nous, nos équipes, nos techniciens, les gens qui font nos chantiers, du sens à travailler sur ce type d'opération. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est des opérations de qualité, c'est la préservation de la planète, c'est essayer de concevoir des opérations des quartiers où les gens vivent bien ensemble et que ça touche nos collaborateurs. On le dit beaucoup des jeunes générations, les fameuses générations Y ou Z maintenant, hein, qu'elles sont en quête de sens. Je crois que c'est plus large que ça. Et donc, d'un certain point de vue, que ça a un vrai sens pour l'entreprise parce que nos collaborateurs cherchent du sens, ont besoin de ça pour être épanouis dans leur job et qu'à un moment, c'est vecteur à la fois de performance d'entreprise et d'attractivité. Est-ce que c'est le cas aussi en Angleterre? Est-ce que ça permet de remotiver les troupes? C'est-à-dire que ce sont toujours des projets qui sont à la fois emblématiques et comme tu le dis, porteurs de sens. Donc je pense que c'est extrêmement valorisant pour l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi très important pour les gens qui vont y vivre. Et donc je pense qu'on peut finalement, on est parti de la régulation. Je pense que les régulations sont des choses qui sont effectivement contraignantes et je pense que c'est nécessaire d'avoir un certain nombre de régulations. Maintenant, on a un pays en Angleterre qui est probablement moins sujet aux régulations. On le voit sur les aspects énergétiques où on peut réinjecter assez facilement l'énergie produite sur le réseau général et le revendre. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez habituellement. Et je pense qu'en France, il faut qu'on arrive à enlever ces freins. Parce qu'il y a aussi une vraie volonté de la population, des habitants, à faire plus pour le développement durable. Donc je pense que tout ça, il y a une certaine vertu et je pense qu'il faut plutôt être dans un cercle vertueux que dans un cercle vicieux. Et je pense que trop de régulation tue finalement le développement durable, mais il faut effectivement imposer un minimum pour que développeurs, villes ne se contentent pas simplement de schémas stéréotypés. Même réalité en Suisse, Pascal Mirallier, pour terminer? Je pense que la Suisse se rapproche peut-être de l'Angleterre par son côté un peu libéral. C'est un pays, je pense, plutôt libéral. Non, la difficulté qu'on a en Suisse, c'est un pays, c'est une confédération avec de nombreux cantons et de nombreuses réglementations qui nous obligent à chaque fois d'avoir des équipes très proches du terrain pour connaître ces subtilités et avoir des procédures administratives les plus rapides. Peut-être juste un mot sur l'aspect financier. On est tous d'accord de vouloir faire des écoquartiers et idéalement gagner un petit peu d'argent. Il y a deux aspects néanmoins quand on parle d'écoquartiers qu'il faut faire en termes financiers, je pense, évoquer. Un, ce sont des investissements très lourds et très longs. Green City, c'est 10 ans.
Et les sommes injectées jusqu'à ce qu'on sécurise la sortie de nos opérations sont beaucoup plus importantes que sur les développements classiques qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que ça nous oblige aussi, nous, à bien analyser nos risques et à être convaincants pour mobiliser de tels investissements. Et puis deuxième élément, on le vit aussi sur Green City, quand on réalise ces opérations, on doit le faire en étapes, sinon on a des problèmes. Et qui dit étape dit réalisation des infrastructures, elles aussi en étapes, et bien souvent certaines infrastructures, elles doivent se faire dès le début. Et donc on a souvent les opérations dont la première étape est une opération financièrement moins performante que les autres parce qu'elle porte beaucoup plus d'infrastructures communes au quartier. Donc c'est deux éléments qu'il faut avoir en tête pour avoir in fine des écoquartiers profitables. Merci en tout cas, merci à vous quatre de nous avoir fait partager votre expérience de terrain, parce que vous êtes des hommes de terrain. C'est la fin de cette émission consacrée aux écoquartiers en Europe avec l'entreprise Bouygues. Je vous souhaite une excellente fin de COP21 avec, on l'espère, un accord ambitieux. Merci à tous.